Bon, je voudrais moi aussi remercier l'Hebdo, l'Université de Lausanne, le Forum des 100, les organisateurs, ceux qui m'ont invité à m'exprimer devant vous ce matin. C'est un plaisir de me trouver parmi vous. Et je dois parler des enjeux géopolitiques, et j'ai peur d'être moins positif que mon ami Tidjane Thiam, alors que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit dans son domaine et sur ces sujets, notamment les émergents, mais je dois aborder les choses d'une autre façon. Je voudrais d'abord rappeler ici que, pour les Occidentaux, ce qui s'est passé depuis, non pas la chute de mur qui est une date exagérée, mais depuis la fin de l'Union soviétique, 2 ans après, donc fin 91, dans ce, entre guillemets, monde global, rien de ce qui s'est passé n'a correspondu tout à fait à ce que pensaient les Occidentaux. Et donc, ce que je vais vous dire, je ne le dirais pas la même chose si je parlais à des Brésiliens, des Chinois, des Sud-Africains. Il y a un décalage assez important entre ce que les Occidentaux, en général, ont cru, avec une forme un peu impérieuse et hubris chez les Américains, une ingénuité gigantesque du côté européen, entre ça et ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, je considère qu'il n'y a pas encore de communauté internationale, alors que c'est un terme dont on se sert tout le temps. Évidemment, il y a toute une machinerie multilatérale très importante, très utile, mais il n'y a pas de communauté internationale des peuples. Les peuples n'ont pas du tout la même approche, les mêmes mentalités, les mêmes espérances, ni les mêmes peurs. Je considère que la mondialisation, en effet, je suis d'accord, elle a été très enrichissante, mais elle n'a pas été heureuse, parce qu'elle était extrêmement déstabilisante pour tous les pays les plus avancés, et que par ailleurs, elle a créé des écarts de richesse, même si personne n'a été appauvri par la mondialisation, des écarts de richesse qui sont devenus littéralement insupportables pour la plupart des peuples. Donc ça ne s'est pas exactement passé comme on pouvait l'espérer. Les Occidentaux n'ont pas réussi à faire admettre dans le monde entier leurs valeurs occidentales universelles. Il y a toujours un débat sur ce sujet, même si on y croit fermement et ardemment, parce qu'il y a une réticence que dans beaucoup de parties du monde, vous trouverez des dirigeants, mais aussi des intellectuels ou autres, pour dire, bien sûr, il y a une partie d'universalisme dans vos valeurs, mais dans nos civilisations à nous aussi. Et s'il y a une partie chez nous, on n'a pas besoin de vous pour nous les imposer, ça se développera par notre dynamique. Donc il y a une contestation sur non pas des valeurs, mais du prosélytisme occidental et des moyens qu'emploient les Occidentaux pour les propager, comme ils l'ont fait pendant des siècles, pour propager leur religion avant que ce soit la religion des droits de l'homme. En tout cas, il y a un débat sur ce point. Et dès lors que nos valeurs universelles ne sont pas universellement considérées comme universelles, c'est qu'il y a un bug quelque part et que les choses ne se sont pas tout à fait passées comme on pouvait l'espérer. Le seul lien, en réalité, mais c'est très compliqué à faire entrer dans les esprits, le seul lien vrai entre toutes les populations de la Terre, entre un paysan péruvien, un pêcheur ivoirien, un ingénieur chinois, etc., le seul lien, c'est que la planète demeure habitable. Ce n'est pas sauver la planète, comme on le dit dans un slogan stupide, parce que les planètes peuvent exister sans la vie, c'est de sauver l'habitabilité. Ça paraît évident, ça paraît inutile même d'en parler, et pour autant, quand on fréquente les milieux scientifiques, ils sont beaucoup plus inquiets. Ils sont inquiets du climat, naturellement, mais ils sont beaucoup plus inquiets de l'effondrement de la biodiversité, de la multiplication des nuisances et des pollutions, de l'artificialisation des sols multipliée par la démographie. Et en clair, il ne peut pas y avoir 8, 9, 10 milliards de gens qui vivraient à l'occidental tel que les Occidentaux vivent aujourd'hui. Bon, la réponse à ça, c'est une écologisation de tout systématique sur 10, 20, 30 ans qui pourrait devenir une philosophie partagée. On en est encore très très loin. Donc finalement, dans les aspirations que nous avions pu avoir, et par rapport à la façon dont les choses se passent sur notre planète réelle, il y a un véritable hiatus. Si on prend la géopolitique proprement dite, mais ce que je viens de dire, à mon avis, en fait partie. Je tente de faire un pont entre les deux. Après la fin de l'Union soviétique, on a donc cru que l'histoire était finie, on appelait les théories de Fukuyama. Les Européens ayant été fukuyamesques plusieurs décennies avant Fukuyama, tout le monde a cru que l'histoire était finie au sens tragique. Et nous avons cru, nous les Occidentaux en particulier, vivre dans un monde post-historique, donc post-traumatique, post-identitaire, parce que naïvement on a lié les deux aspects, et ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Si vous prenez le monde d'aujourd'hui, en dehors du fait qu'il n'y a pas encore de communauté internationale, il n'y a pas de gouvernement mondial non plus. Il faut d'ailleurs pas forcément le regretter, parce que s'il était mauvais, dangereux et répressif, on ne saurait pas où aller. Bon. Et l'ONU, c'est très bien. Le G20, c'est très bien. Le G7, c'est très bien. Mais ce sont des cadres, des enceintes. C'est comme la salle, c'est le nom de la salle, en fait.
Donc tout dépend des rapports de force qui s'instaurent ou non entre les participants. Donc il y a déjà un décalage. Et est-ce que ce monde, c'est la fameuse démocratie de marché qui va s'imposer partout, comme le disait Bill Clinton, ou est-ce que c'est le choc des civilisations? Vous vous rappelez de cette théorie qui avait beaucoup indigné quand elle avait été exprimée par le professeur Huntington. Et j'ai eu moi-même plusieurs fois une discussion quand j'étais ministre de Jospin et de Chirac, avec Jacques Chirac lui-même, qui me disait « Je condamne cette théorie du clash des civilisations ». Et moi, je lui ai dit plusieurs fois, je pense qu'il vaut mieux combattre le risque que de condamner la théorie. Il me disait, mais vous ne pouvez pas dire ça, c'est absurde, ce n'est pas un choc de civilisation, ce n'est même pas un choc de culture, c'est un choc d'inculture. J'ai dit, évidemment, c'est un choc d'inculture. Dans le monde occidental, dans le monde musulman, c'est un choc d'inculture. Mais c'est dominant, c'est encore pire. C'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus dangereux de gérer un gigantesque choc d'inculture qu'un choc de culture qu'à la limite on pourrait transformer en dialogue des cultures. Donc dans le monde réel dans lequel nous sommes, n'attendez pas qu'il y ait une gestion globale. Il n'y en a pas. Les États-Unis, que j'avais qualifiés d'hyperpuissance dans la décennie 90, ne sont plus exactement dans cette situation. C'est la puissance numéro 1, mais c'est une puissance contestée, challengée, avec des dissensus internes très, très forts, et pas uniquement parce qu'il y a l'absurde guérilla des républicains contre Obama, pour des raisons plus profondes de positionnement. Et les Américains hésitent toujours entre s'assurer de leur propre sécurité en contrôlant le monde entier, avec des bases partout, et le budget de la défense qui, à lui seul, fait la moitié de l'ensemble des budgets de défense du monde entier. Donc il y a toujours une hésitation entre ça, interventionnisme systématique, encore plus fort chez les démocrates parce qu'il y a une dimension messianique, un peu prosélyte de la démocratie, plus forte que chez les républicains, ou alors l'idée inverse que la sécurité va être obtenue en se protégeant mieux, en s'isolant relativement, jamais complètement. L'isolationnisme américain est un terme exagéré, ça ne peut pas être complet, mais une sorte d'oscillation, et nous en voyons d'ailleurs les manifestations dans la campagne électorale actuelle, et très curieusement, si vous oubliez un instant sa vulgarité insensée, ses provocations systématiques, dans ce que dit Trump, il y a des éléments communs avec ce que dit Obama, avec les arguments qu'emploie Obama pour expliquer pourquoi il n'est pas intervenu dans telle ou telle guerre, notamment la Syrie, mais dans d'autres aussi, pourquoi les États-Unis n'ont plus à prendre en charge la sécurité de l'ensemble de leurs alliés, qui devraient faire beaucoup plus, et pourquoi les États-Unis n'ont pas imposé par tous les moyens leurs croyances, quelle qu'en soit la qualité. Il y a un élément, il y a un courant qui est en train de se redévelopper aux États-Unis et qui est très différent de l'interventionnisme classique, soit des néoconservateurs du côté républicain, soit des liberal hawks du côté démocrate. Donc il se passe des choses à l'intérieur de ce pays, qui est le pays numéro 1, même s'il ne contrôle plus l'ensemble du système. Car ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les Occidentaux, si on les additionne tous, n'ont plus le monopole. Ils ont gardé une puissance extraordinaire, une richesse par tête encore à peu près inégalée, un niveau de vie, standard de vie extraordinaire. On n'a jamais eu des sociétés meilleures que les sociétés européennes d'aujourd'hui, ou disons moins pires, bon. Mais ils n'ont plus le monopole. Ils n'ont plus le monopole du pouvoir. Ils n'ont plus le monopole de la puissance. Et même la puissance combinée des États-Unis et des Européens n'arrive pas, par exemple, à empêcher la dislocation du Moyen-Orient et n'arriverait pas à le reconfigurer. On ne pourrait pas refaire aujourd'hui les accords Sykes-Picot, bons ou mauvais, mais ça démontrait une puissance à l'époque. Donc vous voyez la réalité des choses en géopolitique. Donc les États-Unis, vers quoi vont-ils aller? Je pense que la ligne Obama ne pourra pas être complètement contredite, même si Hillary Clinton est élue après, ce qui est le plus probable, et elle a des gènes interventionnistes, disons. Bon, elle ne pourra pas exactement refaire ce qui a été fait avant, ce qui veut dire que tous les autres, notamment les Européens, sont un peu placés devant des responsabilités plus durement qu'ils ne l'ont été depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et plus durement qu'ils ne l'ont été après l'effondrement de l'Union soviétique. Est-ce qu'ils sont capables de prendre des responsabilités plus grandes dans le monde tel qu'il est? Or, les Européens aujourd'hui sont confrontés à de multiples défis. Alors en général, on dit comment répondre aux défis de Poutine, comment gérer cette arrivée torrentielle de demandeurs d'asile ou de migrants économiques, mais le vrai risque n'est pas là. Le vrai risque, il est interne en Europe. Et le vrai sujet, quelle que soit la réponse britannique au référendum sur le Brexit, c'est le décrochage des peuples. L'ensemble des peuples en Europe ont décroché du projet européen. Si vous faites la moyenne des opinions publiques dans les pays membres de l'Union, vous avez
très en moyenne, parce qu'il faudrait nuancer énormément pays par pays, entre 15 et 25% d'anti-européens. Et à cet égard, les médias ont tort de parler d'eurosceptiques. Ce ne sont pas des sceptiques, ce sont des gens anti-hostiles. À l'autre bout, vous avez 15-20% de pro-européens classiques. Peut-être au maximum 1% de fédéralistes. C'est à peu près disparu en réalité du champ électoral, cette idée du dépassement des nations. Et entre les deux, vous avez un énorme paquet d'eurosceptiques au sens vrai, mais sceptiques au sens désabusé, déçus, devenus allergiques à la construction européenne. Et c'est à cela que Jean-Claude Juncker a le courage de s'adresser, parce qu'il a vu que le problème numéro un, c'était le fossé, le gouffre maintenant entre les élites européennes, européistes, mondialistes, etc., et les peuples. Et les peuples ont peut-être tort, mais on ne va pas dissoudre les peuples. Donc on est en démocratie, il faut tenir compte de tout ça. Et Juncker a le courage de s'adresser à ces sceptiques-là, parce qu'il espère les faire bouger, en disant l'Europe s'est rendue odieuse par un degré d'intrusion, de réglementation systématique, au-delà de ses compétences, au-delà de ses missions historiques. Il en parle, il a chargé le vice-président Timmermans d'imposer la subsidiarité, se dire en clair, brider la furie réglementaire de la Commission. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent, parce que c'est une puissance considérable, et beaucoup de parlementaires européens qui n'ont rien compris dénoncent leur manque d'ambition. Le manque d'ambition, ça voudrait dire qu'il faudrait continuer par une des directives que Juncker a arrêtées, qui était la directive pour réglementer les pommeaux de douche dans toute l'Europe. Vous imaginez à Washington un fonctionnaire qui pense qu'il va réglementer les pommeaux de douche dans le Wyoming. On est dans une sorte de monde ubuesque et à mon avis, la vraie crise de l'Europe, c'est celle-là. Je pense que pour les autres pays, et notamment les émergents dont a parlé Tidjane tout à l'heure, c'est complètement différent. Parce qu'ils ne sont pas en train d'abandonner une situation de monopole historique de puissance. Ils ne doivent pas s'adapter dans la douleur et la convulsion à une situation nouvelle où ils ont une puissance importante d'influence, mais qui est relative en négociant avec tout le monde, etc. Pour les Occidentaux, c'est frustrant, c'est énervant, c'est parfois inquiétant. Ce n'est pas le cas pour la plupart des émergents. Si vous prenez l'exemple de la Chine, qui l'a longuement développé, pour un Chinois d'aujourd'hui, il y a des problèmes gigantesques, il a des aspirations peut-être non réalisées, mais de toute façon, c'est beaucoup moins pire que ce qu'ont connu ses parents ou ses grands-parents. Imaginez ceux qui ont vécu sous le maoïsme et le grand bond en avant, la révolution culturelle, les dizaines de millions de morts, pendant que dans les pays d'Europe de l'Ouest, il y avait des maoïstes excités. Bon, il y a en tout cas une approche complètement différente dans ces pays. Alors il y a encore des pays qui ne sont même pas émergents, qui sont stagnants, les pays qu'on appelait hypocritement en voie de développement quand ils ne l'étaient pas. Mais enfin, globalement, ils n'ont pas à gérer ce passage du monopole à la suite. Et les pays développés, les pays occidentaux, les démocraties sont en proie à une crise globale qui se traduit par ce qu'on appelle le populisme. Le populisme, c'est quand les peuples ne votent plus comme les élites voudraient qu'ils votent. Donc à partir de ce moment-là, on parle de populisme. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'aujourd'hui, la démocratie représentative est attaquée violemment parce que les populations sont tellement informées, tellement connectées, écrasés toute la journée par des informations gigantesques, instantanées, qui viennent de partout, entre lesquelles il est difficile de faire le tri. Et en même temps, les gens savent tellement de choses qu'ils voudraient pouvoir participer sans arrêt. C'était une idée philosophique, et peut-être une pratique suisse, c'est le seul pays au monde qui pouvait combiner les différentes formes de démocratie. C'est un laboratoire sans doute intéressant pour l'avenir. Mais aujourd'hui, avec la technologie, avec ça, tout le monde pourrait chaque jour dire oui, non, oui, non, oui, non. Il y a un crime atroce il y a 3 jours, je rétablis la peine de mort. Toc. 3 jours après, j'ai réfléchi, non, je ne peux quand même pas faire ça, c'est embêtant, j'annule. Bon. Donc, il y a une possibilité technologique aujourd'hui, et l'ensemble des gouvernements représentatifs sont soumis à une pression infernale, qui sont élus un jour, et 8 jours après, si les gens ne sont pas reconsultés, ils considèrent que ce n'est pas démocratique. Donc, comment faire? Comment faire? À mon avis, mais ça serait à développer, mais mon temps est épuisé. Comment faire? La seule façon de sauver la démocratie représentative, c'est de la relégitimer par la démocratie participative, en développant énormément ce que vous, Suisses, vous avez expérimenté, pour nous protéger de la démocratie directe, qui, à mon avis, serait une espèce d'autodictature sans visage de tous sur chacun. Donc il y a une réflexion à mener sur l'avenir de ces pays. Or, ce sont ces mêmes pays qui sont confrontés à la compétition internationale sous une forme plus aiguë. Voilà, donc dans ce monde où les émergents vont continuer à émerger, la Russie
a dit c'est terminé la Russie paillasson. Donc on veut sortir de l'humiliation, même s'ils emploient des moyens inacceptables pour cela. Les hésitations entre Européens, l'oscillation américaine. Dans ce monde-là, il ne faut pas s'attendre à une, disons, pacification générale, mais nous allons vivre durablement dans un monde semi-chaotique. Disons, pour ceux qui font du bateau, c'est force 5, 6, tout le temps, tout le temps. Je ne crois pas du tout au temps calme, je ne crois pas à la généralisation. Il n'y a aucun mécanisme dans le monde qui entraînerait des guerres genre mondiales. Il n'y a pas de mécanisme automatique, ni d'alliance, ni d'escalade, etc. Il peut y avoir des affrontements localisés. Personne n'est capable d'arrêter pour le moment la dislocation du Moyen-Orient. Il faudrait des accords de Westphalie un jour entre les Iraniens et les chiites et les Saoudiens et les sunnites. On n'en prend pas le chemin, on prend plutôt le chemin de l'aggravation pour le moment. Donc il faut se préparer à vivre là-dedans. Et je le dis par réalisme, pour que chacun, dans sa vie personnelle, dans sa décision politique, des décisions financières ou économiques, ne soit pas bouleversé sans arrêt par des convulsions qui sont totalement prévisibles. Ça va durer un certain temps comme ça. Voilà, à mon avis, ce à quoi il faut s'attendre, sans espérer trop d'une pseudo-gouvernance globale, sauf qu'il peut y avoir, sur tel sujet, à tel moment, des géométries variables, des coalitions qui s'organisent pour traiter les problèmes. Mais abandonnons l'aspiration à des solutions miracles et globales. Une fois qu'on est carrément réaliste comme ça, on est en général plus à l'aise parce qu'on est moins bouleversé par ce qui se passe chaque jour. Voilà, j'ai terminé ma synthèse. Monsieur Védrine, merci. Puisque Tidjane Thiam fait de la publicité, j'en fais aussi, j'en profite pour vous renvoyer à l'excellente interview de ce monsieur dans l'Hebdo. Chantal Taux, vous êtes rédactrice en chef adjointe de l'Hebdo, du dit Hebdo. Vous êtes la grande prêtresse du Forum des 100. Je vous laisse soumettre, monsieur Védrine, à la question. Alors c'est parfait, monsieur Védrine, parce que vous avez déjà répondu à ma première question. Je voulais vous faire réagir à une question qu'on a posée dans notre sondage sur la nécessité quand même d'un contrepoids au pouvoir économique. Longtemps, on voit que cette idée avait la faveur de l'opinion. C'est plus du tout le cas, si on peut montrer ce sondage. Elle a beaucoup régressé ces dernières années. Alors, on laisse l'économie faire ce qu'elle veut et pas de contre-pouvoir politique. Non, l'idée d'un équilibre reste la bonne idée, l'équilibre des pouvoirs, naturellement, il ne faut pas oublier Montesquieu, mais souvent cette idée d'un contrepoids s'est traduite par le fait qu'il fallait, comment dire, asphyxier le pouvoir économique. Si on a une interprétation genre lutte des classes ou interprétation dégradée lutte des classes, ça se traduit par le fait qu'il faut en quelque sorte persécuter les entreprises ou les entrepreneurs. C'est totalement absurde. Et à mon avis, plus les gens sont à gauche, plus ils devraient souhaiter une économie qui marche à fond. Parce que les programmes de gauche sont tellement coûteux en termes de protection sociale ou de politique culturelle qu'ils ont besoin d'un chiffre d'affaires gigantesque, dégageant des profits gigantesques, sur lequel prélever un impôt qui, du coup, devient raisonnable, on peut le baisser, et qui produit plus. Donc, par exemple, il y a une partie de la gauche française qui est complètement dans une contradiction, à mon avis, irrationnelle sur ce point. Je n'oppose pas les deux. Alors après, évidemment, il faut des règles. Une des raisons pour lesquelles la mondialisation, finalement, n'est pas plébiscitée par les peuples, c'est que ça a tourné à l'économie casino. Donc il y a un degré de financiarisation absurde, de décrochage par rapport à l'économie réelle, de chiffres apparents qui ne créent aucun emploi, etc., etc. Bon, à un moment donné, les populations disent « on nous a trompés ». Mais je ne suis pas du tout, je suis pas choqué par ce sondage, au contraire. L'Europe se crispe sur ses frontières. Ça a beaucoup fait l'actualité ces derniers mois, mais finalement, est-ce qu'en Asie, est-ce que dans le reste du monde, c'est pas un phénomène finalement mondial de souhaiter sûr ce retour aux frontières? Je rappelle d'ailleurs que votre formule, vous jouez sur les mots, c'est amusant. Nouvelle frontière, c'est la colonisation. Hein, aux États-Unis, la nouvelle frontière, c'est on avance. On élimine les Indiens, on tue les bisons pour que les Indiens meurent de faim, toc, on avance. C'est ça la nouvelle frontière, à l'origine. Donc c'est un jeu limite. Bien sûr, si on oublie les Indiens. C'est entre barrières et nouveaux défis. Kennedy en parlait en disant il nous faut une nouvelle frontière, c'était l'espace. Donc je comprends bien qu'il y a une belle formule rhétorique à sa séduction, indépendamment du souvenir historique par rapport à ça. Mais ce à quoi on assiste, c'est pas ça du tout. C'est le backlash du sans-frontiérisme. Donc il y a une sorte d'idéologie sans-frontiériste, totalement niaise à mon avis,
qui a consisté à penser que c'était merveilleux dans l'histoire de Schengen, par exemple. Schengen, au début, c'est sympathique. C'est 4 ou 5 secrétaires d'État aux affaires européennes que personne ne connaît, qui, sur un bateau sur la Moselle, disent « Tiens, on va supprimer les frontières entre nous ». C'est un tout petit groupe au début. Hein. C'est le Benelux, le France-Allemagne. Bon. On dit « Pourquoi pas ? On va essayer ». Puis après, on élargit. Et comme on est dans une époque d'idéalisme européen, donc l'Europe va être le laboratoire merveilleux du dépassement de l'histoire, des identités, des traumatismes et compagnie. Bon, donc on ne s'intéresse jamais sérieusement à la frontière extérieure, parce que c'est un peu balourd, un peu archaïque par rapport à ça. Donc il y a une sorte d'idéologie. Puis en même temps, les ministères de l'Intérieur ne veulent pas trop partager. Il ne faut pas d'ailleurs trop les critiquer, parce que les polices savent très bien qu'une information partagée est une information morte, en réalité. Donc c'est très compliqué de leur demander de faire des tâches sérieuses, notamment, surtout maintenant, en détection du risque terroriste, en partageant tout. C'est tout à fait impossible. Donc il faut surmonter la contrainte. Ça n'a pas été. Alors au bout du compte, vous avez la situation actuelle, où Schengen était tout à fait gérable par temps calme, et si vous avez les afflux dont j'ai parlé, migration économique, ça va continuer, la désintégration de la Syrie, donc ça c'est particulier, le système explose. Donc dès lors qu'on est absolument incapable d'avoir une gestion normale des frontières extérieures, dès lors qu'on n'a pas suffisamment à temps installé les fameux hotspots pour sélectionner entre ce qui peut-être relève de l'asile ou la migration économique, ce n'est pas la même chose. Bon, on n'arrive pas à faire ça, eh bien, les gens arrivent, et puis dans la panique, naturellement, les frontières nationales sont rétablies. Ce n'est pas la peine de faire de la morale là-dessus, c'est absolument pas étonnant. Et comme, par exemple, on a mis la Grèce dans Schengen, j'ai rien contre les Grecs, c'est une remarque géographique. C'est presque impossible géographiquement, avec la quantité d'îles, de contrôler le territoire grec. On les a mis en pensant qu'ils allaient se débrouiller, etc. Ils ne peuvent pas. Donc, à un moment donné, la Grèce se transforme en une gigantesque souricière, parce que les autres, sur le chemin vers l'Allemagne ou la Suède, qui elle-même se ferme à son tour, ils sont tous là. Donc vous avez une 20-30 ans d'ingénuité européenne très sympathique qui finalement fait que l'Europe n'a plus le choix et elle doit passer par les conditions turques qui sont évidemment abusives, évidemment dangereuses, mais il fallait y penser avant. Donc globalement, je le répète en termes un peu forts comme ça, les Européens, ils ont cru être dans la communauté internationale, ils sont en train d'atterrir, ils atterrissent dans Jurassic Park. Et c'est très violent. Et donc il faut que les Européens aient un sursaut, rétablissent une approche réaliste, rebâtissent Schengen, parce qu'on ne va évidemment pas se passer de la libre circulation, ce qui veut dire un vrai contrôle extérieur qui combine ce qui relève de la communauté européenne, Frontex a plus de moyens, et une coopération nationale entre les polices qu'il faut maintenant imposer. Ça va prendre quelques années quand même, pour sortir de l'impasse où on s'est mis tout seul. Et les questions se posent partout ailleurs, puisque la pression migratoire, vous l'avez autour de la Côte d'Ivoire, autour de l'Australie, autour de l'Afrique du Sud, autour des États-Unis, etc. Ce n'est pas un problème spécifiquement européen. Il faudra le gérer par une co-gestion entre les pays d'arrivée, Schengen, les pays de départ, Afrique de l'Ouest, mais il peut y en avoir d'autres, pays de transit, genre Maghreb. Une co-gestion claire, assumée, avec des quotas par métier, selon la situation économique, année après année. Alors qu'on ne peut pas appliquer de quotas aux réfugiés, parce que les malheureux, on ne sait pas quels vont être les drames dans 5 ans, dans 10 ans. Une petite question peut-être, je ne vais pas vous demander un pronostic, je sais qu'il ne faut pas demander ça aux experts en géopolitique, mais quand même le Brexit, à la fin, vous pensez-vous que les Britanniques vont décider de À la fin, je pense qu'ils vont rester. On a parfois le sentiment que les Français n'ont pas tellement envie qu'ils restent. Non, il y a un petit courant de pensée en France, mais qui est minoritaire, qui, à mon avis, se trompe, qui dit qu'ils s'en aillent bon débarras, on va pouvoir enfin faire les États-Unis d'Europe. C'est absurde, il n'y a aucun peuple qui veuille les États-Unis d'Europe. Aucun. Il n'y a aucun sceau fédéral qui soit ratifiable où que ce soit. Il n'y a pas de chemin démocratique vers le sceau fédéral. Peut-être dans 20 ans, j'en sais rien. Je ne parle pas en pour ou contre, mais aujourd'hui, c'est impossible. Les peuples européens sont euro-allergiques. Vous avez vu le référendum consultatif aux Pays-Bas sur un sujet qui n'a rien à voir, qui est l'accord d'association Union européenne-Ukraine, très mal rédigé par ailleurs. Bon. Les gens ont voté contre en disant c'est un prétexte. On vote contre parce qu'on n'en peut plus de l'intrusion de la Commission. On prend ce prétexte. Vous faites un sondage n'importe où en Europe, c'est ça la réponse. Vous voyez ? Donc les Britanniques, à mon avis, sur un problème beaucoup plus précis, est-ce qu'on a intérêt ou pas à sortir, vont finalement rester. Ce serait d'ailleurs absurde qu'ils sortent, puisqu'ils ont tous les avantages de l'appartenance, aucun des inconvénients.
Et les vrais anti-européens, pas sceptiques, anti-européens en Grande-Bretagne, combattent une Europe qui, de toute façon, n'existera pas. Donc on est dans l'absurdité complète. Mais le vrai risque, puisque je pense qu'ils vont plutôt rester, je ne suis pas tout à fait sûr, un référendum, il y a toujours un risque, on ne connaît pas le nombre de votants. Puisque je pense qu'ils vont plutôt rester, le vrai risque, c'est le lâche soulagement après. On va dire, oh là là, on est passé au port du gouffre, heureusement ils sont restés, tout va bien, on continue. Si on dit tout va bien, on continue comme ça, le projet est mort pour de vrai. Hubert Védrine, peut-être une dernière question, non pas sur l'Europe, mais sur le monde en général. Est-ce qu'on va, vous l'avez un peu esquissé, vers un nouvel équilibre de la terreur? Est-ce qu'on va retrouver ce vieux concept géopolitique? Non. Non, parce que, évidemment, il y a des puissances qui gardent des armes nucléaires. Pour abandonner les armes nucléaires, pour ceux qui l'ont déjà, il faut être tout à fait sûr que le monde, dans 30 ou 40 ans, sera tellement paisible qu'on n'en aura plus besoin. C'est une décision difficile à prendre. Mais ce n'est pas équilibré, parce qu'on ne sait pas très bien entre qui et qui, en réalité. Non, je ne crois pas qu'il y ait ça. Je ne crois pas qu'il y ait une nouvelle guerre froide, parce que la guerre froide, c'était l'affrontement planétaire entre deux systèmes idéologiques totalement incompatibles, et qui avait ambition et prétention à contrôler le monde entier. Ce n'est pas du tout le cas de la Russie. Même Poutine, dans ses expressions les plus fortes, il veut simplement laver l'humiliation de la fin de l'URSS et dire on est là, on est capable de bloquer en Ukraine, on est capable, on ne peut pas se passer de nous en Syrie, etc. Ce n'est pas une prétention mondiale, donc ça ne va pas tourner à ça. Donc je crois vraiment qu'il faut se préparer, même si ce n'est pas tellement simple, dans une situation intermédiaire, dans lequel il y a une sorte d'instabilité permanente. Regardez le Moyen-Orient. Aucune puissance régionale ne peut imposer complètement sa solution. Ni l'Iran, ni la Turquie, ni l'Arabie, ni l'Égypte. Ni Israël, qui d'ailleurs n'est pas fauteur de troubles là-dessus, puisqu'ils cherchent plutôt à se... Ils ont totalement tort dans l'affaire palestinienne, mais sur le plan régional, ils n'ont pas de tort, ils cherchent simplement à se protéger. Bon. Donc aucune de ces puissances ne peut imposer sa solution. Mais chacune d'entre elles est assez forte pour empêcher l'autre puissance régionale d'imposer son plan. Donc ça peut durer sans fin. Et les puissances extérieures, Sykes-Picot, c'était Grande-Bretagne et France, les puissances extérieures d'aujourd'hui, disons, les Américains, les Russes, les Européens, si par hasard ils étaient d'accord là-dessus, la Chine, n'arriverait même pas à imposer un plan pour régler les questions du Moyen-Orient. Donc c'est un exemple typique. Ça va continuer avec des hauts et des bas. Et quand on raisonne comme un politique, comme un ministre, un président ou un entrepreneur qui doit se dire où est-ce que je vais ou pas, il faut malheureusement intégrer ça en disant comment je me débrouille dans tout ça. Bon. Et on peut se débrouiller. Et ça n'infirme pas ce que nous a dit Tidjane Thiam sur l'appréciation globalement positive sur les émergents. Il faut s'habituer à vivre avec un certain niveau de, pas forcément de risque, mais en tout cas d'imprévisibilité. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Merci Hubert Védrine.